Merci. Alors, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui sur l'invitation de l'équipe Eplaboom pour vous présenter un sujet d'actualité, en tout cas du 21e siècle, c'est-à-dire la robotique, l'usage de la robotique dans la massokinésithérapie. Et l'intitulé de notre présentation aujourd'hui, c'est Utilité de la robotique dans la prise en charge des patients atteints de paralysie cérébrale. Alors, pour resituer le contexte et en fait toute ma dynamique qui fait qu'aujourd'hui j'en viens à utiliser la robotique, je fais un flashback sur mon parcours assez rapide, mais quand même ça me paraissait intéressant pour vous de savoir par où j'en suis passée pour arriver aujourd'hui à utiliser la robotique. Et il se trouve que j'ai commencé la massokinésithérapie en 2001 à Montréal, au Québec. J'ai été pendant 2 années de temps dans une école qui s'appelle l'Académie de massage scientifique. Et c'est là où j'ai commencé à faire mes armes dans la masso-kinésithérapie. J'ai obtenu un diplôme qui s'appelle orthothérapeute. Donc je suis initialement orthothérapeute. Et j'ai eu donc la chance de vivre des hivers rudes et bien sympas. Et puis, ayant obtenu mon diplôme, je suis revenue en France, vivre dans le Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand, où j'ai rapidement été maman d'une petite fille qui s'appelle Héloïse et puis d'un petit garçon ici qui s'appelle Simon et qui sont nés respectivement en 2003 et 2005. Voilà, donc je suis une vieille maman et toujours jeune. Et puis en fait, je voulais toujours faire kiné. Mon diplôme d'orthothérapeute étant pas reconnu en France, j'ai repris mes études à Clermont-Ferrand, à la faculté de médecine pour obtenir le concours d'accès à l'école de kiné de Vichy, l'Institut de formation en masso-kinésithérapie de Vichy, dont je suis sortie diplômée en 2011. Et dès 2011, j'ai été salariée à l'hôpital de Clermont-Ferrand, au CHU Estin, et je travaillais en pédiatrie, en chirurgie infantile, et au sein de ce CHU, je travaillais de façon transversale dans quasiment dans tous les étages de la pédiatrie pour gérer les problèmes orthopédiques, et donc aussi bien à la maternité qu'en oncologie, qu'en réanimation pédiatrique, etc. Et à cette occasion, eh bien, j'ai pu comprendre finalement la prise en charge des enfants auprès des pédiatres de différentes spécialités. J'ai également côtoyé donc des internes et les parents. Et là, je me suis rendu compte de la problématique du soin réel chez l'enfant de la naissance jusqu'aux 18 ans de vie. J'ai eu la chance de partir en mission humanitaire avec le professeur du service dans lequel je travaillais en 2012 au Maroc, dans une ville qui s'appelle Riche. C'était une mission de chirurgie orthopédique. Et avant d'emmener les enfants au bloc opératoire à l'occasion de cette mission humanitaire, eh bien, il y avait des diagnostics de fait par les médecins. Et c'était très intéressant parce que à Clermont-Ferrand, j'étais en orthopédie extrêmement spécialisée dans le soin des enfants avec des problèmes orthopédiques, notamment des membres inférieurs, comme pour les pieds-bos-varus-séquins. Et au Maroc, j'ai pu voir des enfants qui n'avaient pas été pris en charge depuis leur naissance pour ces problèmes. Et donc, au long cours, j'ai eu une vision de ce qu'étaient des enfants avec telle ou telle pathologie non pris en charge et comment évoluaient vraiment finalement les déformations, chose qu'on maintient quand même plutôt bien en France et en Belgique, grâce justement aux soins qui sont mis en charge de façon précoce en orthopédie. Donc, à l'occasion de missions humanitaires, on voit des choses qui sont vraiment extraordinaires pour nous qui vivons dans les pays occidentaux où les soins sont de qualité et faits quand même de façon précoce. Et donc, on avait surtout des enfants avec paralysie cérébrale et spasticité qui finissaient au bloc opératoire pour des ténotomies multisites. Et j'étais au bloc, tantôt infirmière de bloc, tantôt deuxième main comme ici, là, et je passais les outils
aux chirurgiens, donc professeur Canavez et puis ici docteur Mounira Mansour. J'ai aidé à la confection des plâtres et c'est l'avantage de partir en mission humanitaire, c'est que tout le monde met la main à la pâte pour essayer de faire en sorte que la mission se passe bien et donc on dépasse bien des bornes qu'on ne s'autoriserait pas à dépasser, notamment en France. Et donc on apprend énormément de choses et on fait un travail d'équipe indispensable dans ce contexte. Puis en 2014, j'ai quitté l'hôpital de Clermont-Ferrand pour partir vivre 1 an sur l'île de la Réunion avec mes enfants et mon mari. Et j'ai commencé là-bas à travailler en libéral. Je faisais que des domiciles. Donc pendant toute une année de vie, j'ai voyagé d'une maison de Réunionnais à une autre maison de Réunionnais pour des soins adultes, enfants. Là, c'était de la prise en charge générale. Et à l'occasion de cette année 2015, je suis partie pendant une semaine de temps à Singapour au congrès de la WCPT, World Confederation for Physical Therapists, qui avait lieu là-bas. Et ça m'a permis, à cette occasion, je m'étais inscrite qu'à des conférences en lien avec la pédiatrie, et ça m'a permis de rencontrer Cindy Gauthier, ici présente, qui est professeure en physiothérapie, canadienne, québécoise. Et je me suis donc, à la fin d'une des conférences qu'elle tenait, je suis allée me présenter à elle, dans la mesure où j'avais de façon antérieure travaillé, fait mes études au Québec. Ça me faisait plaisir de recôtoyer une physio québécoise. Et puis Cindy m'a dit, enchantée de faire ta connaissance. Et elle m'a donné une carte de visite en me disant que sur Montréal, elle venait de créer un centre de rééducation qui s'appelle Neuroconcept et qui était donc particulièrement adapté aux soins chez les personnes avec des problèmes neurologiques. Elle m'a dit, à l'occasion, si tu reviens au Québec et que ça t'intéresse, viens nous rendre visite, ça me fera plaisir de te recevoir et de te faire visiter les locaux. Donc j'ai gardé cette carte de visite très précieusement. Et ça m'a servi assez rapidement parce que quand je suis revenue de l'île de la Réunion, donc j'ai rattaqué un travail de kinésithérapeute à Clermont-Ferrand, cette fois en libéral. Et sur l'année 2015-2016, je me suis inscrite au diplôme interuniversitaire de kinésithérapie pédiatrique à Paris. Et dans le cadre de ce DIU, j'avais à réaliser un stage de 24 heures dans une structure pour découvrir une autre façon de travailler. Et à ce moment-là, j'ai appelé Cindy et je lui ai demandé si elle voulait bien m'accueillir une semaine à Montréal pour que j'aille faire mon stage d'observation chez elle dans ce contexte de diplôme interuniversitaire. Elle a bien entendu accepté. Et donc, je suis partie en décembre 2015 à Montréal, au centre Neuroconcept, voir fonctionner leur structure. Et c'est dans cette structure montréalaise, Neuroconcept, que j'ai découvert finalement l'usage de la robotique. Et ça a été l'objet de mon rapport de stage qui s'appelle « Quand la recherche fait avancer le patient, 24 heures de stage au Québec ». Alors, arrivé au centre Neuroconcept, qui est également géré par une professeure en médecine physique qui s'appelle Muriel Grandjean, eh bien, j'ai découvert leur beau plateau de rééducation avec tout un tas de machines et au fond, là-bas, un robot de réentraînement à la marche qui s'appelle Géo et que j'ai essayé assez rapidement dès le premier jour. J'étais vraiment intéressée. Et Muriel Grandjean, autant que Cindy Gauthier, sont deux cliniciennes chercheuses. Elles sont à la fois cliniciennes dans leur centre Neuroconcept, mais elles sont aussi salariées d'un centre de rééducation et de recherche qui s'appelle Gingra l'INSEE à Montréal. Et j'ai eu l'occasion et la chance d'aller finalement visiter aussi ce centre de recherche et de découvrir, au-delà du robot Géo qu'elles avaient dans leur centre Neuroconcept, l'existence d'exosquelettes en 2015. Et à Montréal, ils faisaient déjà de la recherche sur l'intérêt de l'usage de ces machines
chez les patients, et notamment les patients, en l'occurrence ici, paraplégiques. Donc, je suis revenue de ce stage en me demandant comment c'était possible que, d'une part, je ne connaissais pas l'existence de ces machines en France. Le robot Géo d'entraînement à la marche que j'ai découvert au Centre Neuroconcept, elle l'avait fait venir de Suisse pour 300 000 euros. Et je ne trouvais pas ça normal qu'en France, je ne connaissais pas, on était à côté de la Suisse, et en plus, grâce à ces machines, elle faisait de la recherche. Je trouvais ça extrêmement pertinent, intéressant à la fois pour nous en tant que thérapeutes, de pouvoir exploiter des données enregistrées par les machines, en faire de la recherche, mais en plus, les témoignages que j'ai eus auprès des patients à Montréal confirmaient tous que c'était, depuis qu'ils faisaient du robot par rapport à la kiné plus traditionnelle, eh bien, ils voyaient une amélioration de leur capacité musculaire, articulaire, neurologique. Et au Centre Neuroconcept, elle l'utilisait chez les adultes. Moi, je voulais pouvoir mettre à disposition cette machine auprès des enfants pour faire une prise en charge la plus précoce possible et la plus intensive. Donc, revenu de mon stage, j'avais plus qu'une seule envie, c'était de réussir à mettre à disposition ces machines-là également à Clermont-Ferrand. Et en plus, dans la littérature, à l'époque, déjà en 2012, en ce qui concerne les patients ayant eu des accidents vasculaires cérébraux, les recommandations étaient de débuter la rééducation la plus rapide possible, dès que possible, et puis qu'il fallait faire du renforcement musculaire pour ces patients atteints d'accidents vasculaires cérébraux. Il n'y avait pas eu encore d'études réalisées sur l'impact de l'usage de ces machines par rapport à des enfants. C'était que chez l'adulte à l'époque. Et ce que les recommandations nous demandaient de faire à l'époque vis-à-vis des adultes avec des accidents vasculaires cérébraux, eh bien, elle est toute dans la dynamique selon laquelle il fallait mobiliser le patient sur un état de remise en marche et de lui permettre de faire un travail actif, ce que la robotique, bien entendu, pouvait faciliter et avec laquelle on pouvait bien mieux mettre en situation de marche le patient que sans. Et à l'époque, déjà, en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait ces robots en Roumanie, aux États-Unis, en Ukraine, en Turquie, en Italie, mais pas en France, et pas en Belgique. Et puis, si on regardait attentivement les commentaires que faisaient les professeurs ou les médecins qui utilisaient ces machines auprès des enfants et des adultes, ils disaient tous que c'était intéressant pour traiter les enfants. Ils observaient que depuis l'utilisation de ces robots, eh bien, ils avaient un impact positif et qu'ils le recommandaient à la population pédiatrique. Un autre qui disait que ça améliorait considérablement la qualité de la marche chez les enfants atteints de lésions du système nerveux central, etc. Et donc, il commençait à y avoir dans la littérature et des retours d'expérience qui étaient quand même sacrément en faveur de l'intérêt d'utiliser ces machines. Et donc, ça m'a motivée pour aller encore plus dans cette dynamique-là. Une étude à l'époque, en 2012 toujours, qui, chez des patients avec toujours pareil accidents vasculaires cérébraux, ont vu deux cohortes, un groupe de patients qui ont utilisé le robot Géo par rapport à un autre groupe qui a utilisé de la kinésithérapie classique dans la rééducation. Et ils ont observé la capacité que les patients avaient à monter des escaliers. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une différence significative et que les patients qui utilisaient le robot d'entraînement à la marche étaient beaucoup plus capables d'être indépendants à la marche à la fin de l'étude, mais d'être beaucoup plus capables aussi de monter des escaliers par rapport à des patients qui avaient simplement fait de la kiné classique. Une autre étude qui est cette fois une revue systémique de la littérature et qui, au final, dans ce contexte d'usage de robots
dans le cadre d'un accident vasculaire cérébral, eh bien, en résultat, avait sélectionné 18 essais sur 885 patients en tout, et ils ont trouvé des taux significativement plus élevés de la marche indépendante pour les personnes qui ont utilisé la robotique de type un effector, c'est-à-dire l'usage du robot Géo, par rapport à des outils comme les exosquelettes. Donc les exosquelettes met aussi en marche, mais il semblerait que cette mise en marche soit finalement beaucoup plus utile pour le patient dans l'usage de la robotique par rapport à l'exosquelette. Et en conclusion, ils disent que des appareils à assistance électromécanique pourraient influencer donc les résultats de la rééducation de la marche après un accident vasculaire cérébral. Donc, c'est cependant de l'accident vasculaire cérébral, j'avais envie de le mettre à disposition pour les enfants et notamment ceux qui ont des paralysies cérébrales. J'ai eu l'occasion en 2017 de retourner faire une mission humanitaire avec la même équipe que 5 ans auparavant, mais cette fois c'était au Liban et c'était à peu près le même contexte. Donc c'était de la chirurgie et c'était du bloc opératoire. Et toutes ces expériences de vie, donc montréalaise, clermontoise à l'hôpital, au Maroc, au Liban, m'ont donné un aperçu de la nécessité pour les enfants d'être effectivement un peu plus efficace dans notre prise en charge, dans la mesure où force était de constater qu'on pouvait encore progresser, et très probablement grâce à l'utilisation de la robotique. Et donc c'est un peu comme une obsession, quoi. Je voulais pouvoir avoir cet outil-là pour les patients dans leur intérêt. Mais comment faire? Parce que ça n'existait pas en France. Et donc la problématique était posée: faire une prise en charge précoce et intensive pour être plus efficace et pour moderniser les soins de massokinésithérapie. Et en cherchant, j'ai découvert l'existence des maisons de santé pluriprofessionnelles qui commençaient à émerger un petit peu en France à ce moment-là, en 2015-2016. Et donc, je me suis lancée dans la dynamique de la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle, donc à Clermont-Ferrand. Et on est situé ici, là, en rez-de-chaussée. On a 800 mètres carrés de locaux. Aujourd'hui, on est 30 professionnels de santé, avec des médecins généralistes, des sages-femmes, un peu comme ici, avec ergo, orthophoniste, orthoptiste, psychologue, psychomote, infirmier et kiné. Donc j'ai réussi pendant 3 ans, j'ai porté le projet de la création de cette maison de santé pluriprofessionnelle, maison de santé des Dômes. Et puis, eh bien, il me manquait finalement les finances pour acheter ce gros robot d'entraînement à la marche, qui a un budget de 485 000 € à lui tout seul. Et donc, dans notre profession de masseur kinésithérapeute, on n'a pas les moyens d'investir dans ces machines, qui sont des machines de rééducation. Alors, j'y reviendrai après sur comment j'ai réussi à faire qu'on a aujourd'hui le robot. Toujours est-il que sur la dynamique de la paralysie cérébrale, c'est pas une petite dynamique et ça justifie largement l'investissement dans ces machines, dans la mesure où c'est une déficience motrice extrêmement courante chez l'enfant. On estime à 17 millions dans le monde d'enfants qui ont des paralysies cérébrales. En France, 125 000 personnes. Ces causes sont principalement liées avec une prématurité, des accidents vasculaires cérébraux périnataux ou des malformations du cerveau qui entraînent des déficiences motrices allant d'une gêne de la marche ou de l'usage d'un bras à l'absence complète d'autonomie motrice. Les lésions du cerveau sont fixes, mais leurs conséquences sont évolutives. Et bon, là où je vais passer. Et dans la littérature, donc de façon un peu plus proche, en 2017, Yona Novak avait sorti une étude dans le contexte de la prise en charge de la paralysie cérébrale. Et en conclusion de l'étude, elle démontre, elle dit qu'il faut vraiment diagnostiquer de façon précoce les enfants,
pour permettre une prise en charge donc, précoce et de sorte que la plasticité cérébrale, motrice et cognitive du nourrisson puisse être améliorée et bien entendu éviter le plus possible l'apparition des effets secondaires, notamment orthopédiques. En 2021, on a eu pour la première fois en France des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui sont sorties sur la prise en charge de l'enfant avec paralysie cérébrale. Et une des recommandations de grade A été, en ce qui concerne l'entraînement à la marche, de dire qu'il est recommandé de proposer des exercices de marche dans le but d'améliorer la fonction motrice globale des enfants et adolescents diagnostiqués de paralysie cérébrale en capacité de les réaliser. Mais on se retrouve limité avec les enfants qui sont gravement atteints de la paralysie cérébrale et qui ne sont pas capables de se mettre en situation de marche. Pour ces enfants, comment on fait? D'où l'intérêt d'avoir des robots qui viennent à ce moment-là aider à la mise en marche de ces enfants, qui est une recommandation de grade A depuis 2021 et validée. Alors les différents outils robotiques, au-delà du robot Géo que je vous ai fait voir tout à l'heure, j'ai découvert à Montréal, il y a aujourd'hui, notamment en France, un modèle d'exosquelette qui s'appelle Atalante et qui est fabriqué par l'entreprise Wondercraft. Et il commence à utiliser l'exosquelette pour faire marcher des enfants avec paralysie cérébrale. Et là, notamment un jeune qui s'appelle Valentin et qui utilise l'exosquelette. Un petit film. Alors Valentin, c'est un Parisien, hein, mais il vient me voir à Clermont-Ferrand à peu près 2 fois par an pour utiliser le robot Géo qu'on a à la maison de santé. Et c'est moi qui ai mis la famille de Valentin en lien avec Wondercraft à Paris pour qu'ils puissent essayer l'exosquelette et pour que les parents puissent me faire un retour sur ce qu'ils en pensent de l'un par rapport à l'autre. Et l'avantage étant que maintenant, Valentin va 1 fois par semaine travailler avec la Talente. Alors, c'est gagnant-gagnant. Wondercraft, ils n'avaient pas encore osé essayer leur exosquelette sur des enfants avec paralysie cérébrale. Et donc, ils utilisent Valentin un peu comme un cobaye, quoi, un cobaye. Et puis, Valentin, lui, il en tire des bénéfices parce qu'il est debout, il est content. Et derrière, vous avez notre consoeur, Jeanne, qui travaille pour Wondercraft et qui fait essayer les exosquelettes à ceux qui veulent, moi y compris. J'y suis allée déjà 2 fois. Ils sont très sympas. Donc il y a cet exosquelette qui a la particularité d'être le seul au monde à avoir une intelligence artificielle et qui maintenant est suffisamment bien intelligente, cette machine, qu'elle sait quand le centre de gravité dépasse un certain seuil, que la chute risque d'arriver, elle automatiquement, elle remet à la verticale. Et donc en fait, c'est le seul exosquelette qui permet aux patients d'avoir les mains libres. Tous les autres exosquelettes, puisqu'ils n'ont pas d'intelligence artificielle et peuvent risquer la chute à tout moment, les patients doivent avoir des béquilles dans les mains pour se rééquilibrer en cas de besoin. Et là, l'avantage étant que cette machine libère vraiment les mains et donc progressivement, c'est des outils qui vont pouvoir être amenés à domicile pour que les gens puissent rester debout et puis faire de la cuisine, marcher dans la rue, etc. Donc d'ici 2024, ça va partir à grande échelle, ça. Non, si, suivant. Raté. Voilà. Autre robot qui existe, le Walkbot. Donc, c'est une machine qu'on n'emmènera pas à domicile hein, chez les gens, mais qui a la particularité d'avoir un tapis de marche, un logiciel adapté, des exosquelettes sur les côtés. Là. Et donc, les patients sont harnachés bien comme il faut. Et en fait, l'exosquelette
intelligent communique avec le logiciel et les thérapeutes rentrent les données de vitesse, de longueur de pas, etc. en fonction de la vitesse du tapis de marche. Et donc, lorsque le tapis de marche se met en route, l'exosquelette tout de suite engendre la marche pour le patient. Cette machine a démontré, comme toutes les autres publications auparavant, une différence et une amélioration significative pour les patients qui utilisent cette machine par rapport à la kiné classique. L'inconvénient avec les exosquelettes, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il faut une taille minimale. Et donc, en ce qui concerne l'exosquelette de Wondercraft, d'Atalante, on peut commencer à mettre un patient qu'à partir du moment où il fait une taille minimale d'1,52 m. Donc on ne peut pas travailler de façon précoce chez les tout petits. Il faut déjà avoir un certain âge pour pouvoir accéder à ces machines. Parce que eh bien, les réglages avec les exosquelettes nécessitent d'avoir une certaine taille de fémur, de tibia. Et donc, chez les tout petits, on ne peut pas encore travailler avec ces machines. Ce qui en fait un inconvénient à la pratique. Autre robot, l'exo de Tyromotion, le Locomat, qui ressemble dans la pratique au walkabout. C'est la même chose avec un tapis de marche, des exosquelettes sur les côtés qui tiennent les jambes et qui font faire aux patients la marche. L'inconvénient, c'est que les exosquelettes sur les côtés sont vraiment très rigides et en fait n'autorisent pas de mouvement de rotation interne ou externe de hanche, n'autorisent pas non plus la translation du bassin, puisque derrière, tout est fixé d'un bloc. Et donc, finalement, ça fait vraiment qu'un travail de flexion et d'extension sur le tapis roulant dessous. À l'inverse, le Lexo Tyromotion ou le GEO que j'ai à Clermont-Ferrand, eh bien, les pieds sont fixés sur des bras robotisés qui engendrent la marche. Et finalement, ça donne toutes les libertés de mouvement possibles et normalement physiologiques qu'on a nous-mêmes lorsqu'on est mis en marche. Donc, c'est l'avantage de ce système, donc qualifié de hand effector, par rapport aux machines qui ont des exosquelettes et qui, à cause de ça, rigidifient énormément en fait les hanches, les genoux et puis le bassin. Donc on s'éloigne de la marche physiologique en fait. Bah bon, ça a l'avantage quand même, malgré tout, de mettre les gens à la verticale, de les mettre en situation de marche, mais entre les deux, eh bien, ce système hand effector a montré une meilleure capacité et des bénéfices beaucoup plus importants pour les patients que ce système avec exosquelette. En 2019, je suis partie en Suisse, donc au siège de Réa Technologies à Olten, avec le professeur Catherine Sarret de l'hôpital du CHU de Clermont-Ferrand où je travaillais, pour aller rencontrer notre consoeur Léa Kellenberger, qui est physiothérapeute et qui travaille pour la société Réa Technologies. Je voulais qu'elle me fasse des démonstrations sur l'usage du robot Géo, que j'avais donc vu à Montréal. Mais entre-temps, entre 2015, quand j'ai découvert le robot à Montréal, et 2019, quand j'ai ouvert la maison de santé et que j'étais dans les starting blocks pour acheter un robot, Réa Technologies avait revu en fait sa machine, avait changé le modèle, un peu comme les voitures. Ils avaient revu le carénage, ils avaient revu les logiciels, ils avaient amélioré certaines fonctions, fait disparaître d'autres. Et donc, avant de l'acheter, je voulais aller découvrir cette nouvelle version. Et donc, avec Catherine Sarret, on a fait l'aller-retour pour aller voir Aria Technologies ce nouveau modèle. Et pour pouvoir acheter cette machine, donc vraiment onéreuse, j'ai dû créer une association qui s'appelle Équipé Médical Recherche. Cette association de loi 1901 à but non lucratif a plusieurs objets, donc de promouvoir la recherche en massokinésithérapie, de collecter des données issues notamment du robot Géo ou tout autre matériel de rééducation
pour pouvoir faire des analyses, extraire ces datas et pour en faire de la recherche. Assurer une veille technologique, on est à l'affût des nouveaux outils de rééducation qui sortent et essayer de trouver l'argent pour les acheter et puis voir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, et donc essayer de rester à la pointe en fait sur ces nouvelles technologies pour en tirer des conclusions d'avantages ou inconvénients, d'intérêt pour le patient ou pas à finalement travailler avec ces machines. Et puis l'idée c'est de permettre à des étudiants en thèse, en master ou tout simplement qui font leurs études de kiné, eh bien, de trouver un endroit en France qui enregistre des données avec des machines et que ces données-là peuvent être exploitées pour en faire des mémoires de fin d'études ou des thèses. Donc ouvert sur la formation, sur la transmission de connaissances vis-à-vis des étudiants. Lorsque la maison de santé a ouvert ses portes en novembre 2019, j'ai accueilli quelques élus parce que j'avais besoin d'eux pour avoir des financements, pour pouvoir acheter le robot Géo. Le maire de Clermont-Ferrand, ici, Olivier Bianchi, est venu me rendre visite. Une élue, Sandrine Schex de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est également venue me rendre visite. Et puis la préfète à l'époque du Puy-de-Dôme, était également venu me rendre visite. J'avais besoin de ce soutien politique pour obtenir des subventions pour pouvoir acheter la machine. Et donc, il fallait que je leur montre que la maison de santé était en capacité d'accueillir ce robot et qu'il fallait qu'ils viennent en aide à l'association pour qu'on puisse acheter ce matériel, pour qu'on puisse le mettre à disposition des Clermontois, des gens du Puy-de-Dôme, pour faire de la recherche, pour faire de la rééducation moderne, intensive et adaptée à la littérature. Le problème, donc, c'était la place pour cette machine. J'ai créé une maison de santé spécialement pour pouvoir mettre cette machine, donc on avait la place. Son coût, eh bien, ça reste toujours un problème, mais grâce aussi au soutien des politiques, j'ai réussi à gagner suffisamment d'argent pour pouvoir commencer à passer commande de cette machine et à la faire venir sur la maison de santé. Et puis après, une fois qu'on est formé, l'usage en est facilité. Et donc, grâce à toutes ces démarches administratives et au soutien des personnes politiques, j'ai pu faire venir ce robot donc, de Suisse. Il est arrivé le 14 mai 2020. Donc là, on sort du confinement Covid. C'était mars-avril. Et nous, je ne sais pas en Belgique, mais nous, on est sortis du confinement le 11 mai. Oui, le 11 mai. Et le 14 mai, on a fait venir la machine, donc qui arrive en pièces détachées. Et puis, c'est deux techniciens qui, pendant 2 jours, assemblent toutes les pièces pour au final avoir une machine qui ressemble à quelque chose. Et après avoir été formé à l'usage par Léa Kellenberger, qui est venue de Suisse pour nous former pendant 2 jours de formation, à partir du 29 mai, on était opérationnel pour accueillir les premiers patients. Alors l'avantage de cette machine, c'est que vous voyez, on peut arriver sur le robot avec des fauteuils roulants. Il y a une rampe d'accès qui est faite pour. Autre avantage, c'est qu'elle est extrêmement simple en fait d'utilisation, d'installation. Ça prend 5 minutes pour mettre le harnais, installer le patient et mettre en marche. Le programme standard, c'est 20 minutes de mise en marche. Et puis, on a encore à peu près 5 minutes assez facilement de temps pour désinstaller le patient. Et donc, en fait, ça nous fait une séance de 30 minutes. Et donc, c'est tout à fait compatible avec le soin en kinésithérapie. Donc, on fait un travail global, holistique, à la fois musculo-squelettique, bien entendu cérébral pour toutes les informations sensitives qu'on apporte au cerveau. On peut coupler le travail, la machine est faite pour, avec un travail d'électrostimulation. On branche les électrodes sur un port USB et en fait le robot, au temps de la marche où le muscle est censé se contracter, envoie l'information électrique au muscle pour qu'il se contracte effectivement. Alors ça, c'est un module supplémentaire que je n'ai pas pris, mais ça, c'est une photo que j'avais prise à Montréal
elle l'avait installée et elle s'en servait vraiment avec les patients. J'avais l'impression d'avoir un bon retour. Mais c'était autant d'argent qu'il fallait apporter en plus et ça ne me paraissait pas primordial à l'achat. Donc j'y viendrai presque, enfin peut-être après, dans un deuxième temps, à acheter l'électrostimulation. Il y a un écran en face des patients qui permet de faire un biofeedback de comment on utilise la machine sur notamment les appuis. Parce qu'au niveau des pieds, on a des capteurs de pression. Et donc, on sait à chaque moment de la marche si le patient appuie bien sur son pied droit, sur son pied gauche, ou alors tracte bien le pied droit, le pied gauche. Un travail d'équilibre, puisqu'on met en marche des personnes qui sont la plupart du temps finalement dans des fauteuils roulants, et bien au moment de ces 20 minutes de séance, on a une activation mécanique du système digestif qui favorise finalement le transit. Et donc, tout ça, c'est certainement bon à prendre pour les patients et c'est pas pour rien, certainement, que dans les études, jusque-là, à chaque fois, on a démontré un impact beaucoup plus important pour ces patients lorsqu'ils utilisent les robots par rapport à la kiné classique. Grâce à cette machine et au professeur Catherine Sarret, la neuropédiatre, on a réussi à mettre en place une étude qui s'appelle RIFI-GEO, en 2019-2020, qui a été portée par une étudiante qui s'appelle Laura Julien, qui est maintenant pédiatre en réanimation au CHU de Clermont-Ferrand, et qui s'est intéressée à l'intérêt de ce robot Géo dans le cadre d'enfants avec paralysie cérébrale et hémiplégique. Et donc pendant quasiment 2 ans, elle a mené cette étude. L'objectif de cette étude, c'était de faire 2 groupes de patients avec hémiplégie sur paralysie cérébrale chez des enfants qui avaient entre 4 ans et 18 ans, 2 groupes homogènes de 20 patients, donc en tout 40, et 20 patients qui faisaient 10 séances de kiné classique avec les kinés qu'ils avaient l'habitude de voir sans rien changer à leur façon de faire, et 20, donc ça c'était les témoins, et 20 enfants qui sont venus pendant 10 séances utiliser le robot. On a fait des analyses de la marche avant, IRM fonctionnel avant, l'étude chez tous les enfants, et 1 mois après l'étude, de nouveau analyse de la marche, IRM fonctionnel. Et il se trouve, on l'a démontré, que dans le cas des enfants qui sont venus utiliser le robot juste pendant 10 séances, de façon extrêmement significative, on a vu une amélioration de la vitesse de marche et du périmètre de marche que n'avaient pas vu apparaître les enfants qui avaient continué la kiné classique. Et l'IRM fonctionnel, c'est là où c'était extrêmement intéressant, a démontré un remaniement des aires cérébrales sensorimotrices chez les enfants qui étaient venus faire juste 10 séances de robot par rapport à ceux qui avaient fait de la kiné classique et ça n'avait rien changé chez eux dans leur cerveau. Donc on sait de façon certaine que oui, au moins dans ce contexte d'enfants qui ont des paralysies cérébrales avec hémiplégie, seulement 10 séances de kiné robotisée améliorent de façon significative la marche et surtout finalement, la marche ce n'est que le reflet du fonctionnement du cerveau, améliore le fonctionnement du cerveau dans ce contexte-là. Donc c'est intéressant. Et cette étude a été présentée au Congrès européen de neuropédiatrie à Glasgow en mai 2022, donc ça fait 1 an, et on a obtenu le premier prix du meilleur e-poster de présentation, donc on a été les winners sur à peu près 400. Et donc on était vraiment contents. Alors là, on a soumis, parce qu'on a fait un article, et il est soumis à publication. Il est soumis à publication, on espère que ça va être accepté. Donc en gros, le fonctionnement du robot, vous voyez la petite ici là, qui s'appelle Amélia. C'est plutôt bien vécu. Donc on fait des réglages de vitesse, de longueur de pas, de hauteur du pas. On a la possibilité de travailler de façon passive, comme c'est le cas ici, où le robot qui est Amélia ou pas dessus, il fait ce qu'on l'a programmé à faire. Mais on peut travailler en mode actif aidé ou actif et venir mettre des résistances. Donc tout est modulable
et tout est on peut tout programmer comme on veut en fonction vraiment de la taille du patient, de son poids et de ses déficits neuromoteurs, articulaires. Voilà. Donc c'est un bel outil. Et l'avantage étant, c'est que c'est quand même pas rien, les patients sont satisfaits. C'est pas le calvaire. Comme vous avez vu, Amélia juste avant, elle a quoi? Elle a même pas 2 ans. Et en fait, elle s'éclate, quoi. Elle marche pas, elle a une maladie génétique qui forcément impacte pour le coup bien comme il faut sa motricité, notamment des membres inférieurs. Et elle est extrêmement raide et sur le robot, elle se laisse aller et clairement, ça lui apporte, on le voit dans son attitude, quelque chose d'assez positif. Et les patients donc sont, de mon expérience, j'ai maintenant 3 ans de recul sur la pratique, eh bien, sont satisfaits. Et les gens viennent donc de toute la France pour utiliser la machine. Un patient qui vient d'Isère, qui a 3 ans et qui a une paralysie cérébrale, et la maman m'a envoyé un témoignage pour dire que ce fameux robot d'aide à la marche Géo a été donc découvert par son fils Arthur. Arthur a, grâce à ça, découvert de nouvelles sensations. Le robot, comme il l'appelle, lui a permis de sentir réellement ce qu'est la marche et de visualiser et de sentir les mouvements dans son corps. Cela lui a permis de débloquer l'utilisation de son déambulateur, alors qu'il n'avait jamais réussi à faire un pas avec 1 an d'essai. Alors c'est un témoignage de parents, mais ils sont extrêmement importants, comme le disait le docteur juste avant. En fait, c'est eux qui au quotidien voient l'enfant stagner, régresser ou progresser. Et jusqu'à maintenant, tous les parents ont vraiment l'impression, sans que je les force à dire ah ça marche bien, hein, c'est bien, vous êtes satisfait. Hein. Non, je leur dis vous en pensez quoi? C'est plutôt bien, mon fils est content de venir déjà, donc ça me fait plaisir aussi de l'emmener. Et puis je remarque que ouais, il est un peu plus dynamique, il se met un peu plus debout. Ou alors ça fait 5 jours qu'il est constipé, et puis là, à chaque fois qu'on vient, boum, il fait caca, c'est top, et on voit que ça le soulage. Donc des réactions diverses et variées en fonction des symptômes de l'enfant. Et ce qui est intéressant, c'est ce témoignage d'Arthur qui a 25 ans, qui est atteint d'une leucodystrophie à cause indéterminée. Et il utilise le robot 2 fois par semaine depuis septembre, mais c'était en 2021. Donc là, ouais, ça fait 2 ans et demi, un peu moins de 2 ans qu'il utilise la machine. Et il est content parce qu'il habite à Clermont-Ferrand, donc il a accès à cette machine comme il veut. Et il trouve que c'est très bénéfique pour lui dans le sens où il ressent donc cette sensation de la marche qu'il n'arrive plus à pratiquer en raison de sa maladie et ses problèmes d'équilibre et surtout de rigidité. Il se déplace donc en fauteuil roulant pour les grandes distances et en déambulateur à la maison, mais vraiment sur quelques pas pour faire les transferts. Cette rééducation se fait sans douleur et sans fatigue, contrairement aux séances de kiné classiques qui me fatiguent beaucoup. Au contraire, c'est stimulant et après une séance de 20-30 minutes, j'ai envie d'en faire un peu plus, de faire multiples choses. Donc ça dynamise au-delà de la marche cette envie d'être actif, de se mettre en mouvement et même au niveau des membres supérieurs, en tout cas sur l'ensemble du corps, pas que pour la marche. Ça stimule à faire d'autres choses. On a sur ce robot donc la marche, comme vous l'avez vu faire avec la petite Amélia, mais on a aussi l'option montée d'escalier, descente d'escalier, montée en pente, descente en pente et marche arrière. Donc on peut aussi choisir de travailler tel ou tel paramètre avec le patient. Et l'option montée d'escalier est extrêmement intéressante parce qu'on a de plus grandes amplitudes de mobilité articulaire, notamment au niveau des hanches et puis des chevilles. Et en ce qui concerne Arthur, qui est très raide, le fait de lui faire de la montée d'escalier grâce au robot sur un grand nombre de répétitions pendant 20 minutes, effectivement, ça lui donne l'impression de se dérouiller et d'être beaucoup plus confortable par la suite lorsqu'il revient au fauteuil. Et il
il a des escaliers à la maison, donc ça lui redonne confiance en cette capacité de son corps à bouger sur des plus grandes amplitudes. Et on a aussi une piscine à la maison de santé. Et donc, il en bénéficie aussi. Et donc, ça lui permet l'ensemble de se sentir beaucoup plus détendu et beaucoup plus confortable au quotidien. Alors, l'utilité de la robotique dans la prise en charge des patients atteints de paralysie cérébrale, pour moi, l'avantage, mais c'est ce qu'on retrouve, c'est ce qui est discuté dans l'ensemble des études, en fait, que ce soit la paralysie cérébrale ou les accidents vasculaires cérébraux, c'est qu'en l'occurrence là, avec le robot Géo, c'est la seule machine au monde qui est capable de recevoir les enfants de façon précoce, entre guillemets, parce que d'être vraiment précoce, ce serait même de commencer à 1 mois de vie, 2 mois de vie, 3 mois de vie, 4 mois de vie, enfin dès le diagnostic. Mais bon, les machines sont encore pas capables de faire travailler des bébés sur la marche, et puis je me demande si c'est bien nécessaire. En revanche, à partir de 2 ans, ça commence à être un peu pertinent. Le cerveau, a priori, est normalement cérébré pour être en situation de marche. Et donc, ce robot Géo permet de commencer à mettre en situation de marche des enfants à partir de 2 ans. Et donc, on est dans cette thématique-là, dans cette dynamique précoce, finalement, par rapport aux autres outils qui sont à disposition, avec lesquels on ne peut pas mettre des enfants aussi tôt sur des robots. L'avantage de la robotique, c'est qu'on a une répétition du geste qui est vraiment systématisée. Et cet avantage-là, pour moi, se voit très certainement, et c'est en ça que possiblement les études montrent que ça fonctionne et qu'il y a un remaniement du cerveau, c'est que pendant 20 minutes de temps, à force de faire toujours le même geste, forcément le cerveau en tire des conclusions statistiques qu'il n'a pas forcément en kiné classique, ou entre 2 barres parallèles, en 20 minutes, si on arrive à faire 20-50 pas, c'est énorme. Là, en 20 minutes de temps, on fait 1500 pas, ou alors 1500 montées d'escalier, à force, de séance en séance. En l'occurrence, on sait qu'au moins 10 séances permettent de remodeler le cerveau pour faire progresser l'enfant réellement sur sa capacité motrice. Donc, ce travail répétitif, on va dire intensif, le temps des séances, grâce à la robotique, est certainement impactant pour l'évolution moteur et le remaniement cérébral des enfants vers quelque chose de plus normal. Et puis, l'avantage qu'on n'a pas en kiné plus conventionnel, c'est que grâce aux machines, on enregistre des données, et ces données-là peuvent être exploitées justement pour démontrer l'intérêt à l'usage, faire de la recherche. Donc pour moi, c'est aussi important que tout le reste. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Vous avez été très attentifs. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Très bonne question, merci. Là, dans le contexte de l'étude, on s'était appuyé sur des études qui avaient été réalisées sur des adultes avec accidents vasculaires cérébraux, et en fait, des protocoles antérieurs avaient étudié ces populations sur 2 semaines, sous format un peu intensif. C'est-à-dire que c'est une séance tous les jours, du lundi au vendredi, donc 5 jours la première semaine, et du lundi au vendredi la deuxième semaine d'affilée, donc 5 jours également, et à la fin, la deuxième semaine, on avait 10 séances. Donc pendant ce laps de temps de l'étude, les familles venaient tous les jours, du lundi au vendredi, une semaine, et enchaînaient du lundi au vendredi sur la deuxième semaine. Et en parallèle, les enfants qui faisaient de la kiné classique, c'était aussi tous les jours pendant ce laps de temps de rééducation. Ouais. Ouais. Eh ben, on ne sait pas. Il n'y a pas d'études faites de façon longitudinale sur un même groupe de patients à 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, mais ça, c'est clairement un objectif que j'ai, d'essayer de mettre en place des études au long cours sur ces groupes de patients qui viennent dans le contexte d'un protocole, de les suivre et de refaire des IRM à 6 mois, à 1 an et demi, pour voir comment le cerveau évolue suite à cet usage. Est-ce que
d'être venu faire 10 séances, c'est suffisant pour stimuler et à partir de là, l'enfant, il, il a compris et donc il utilise ce potentiel et il a plus besoin de revenir? Ou est-ce que ce potentiel, il est stable pendant quelques mois, puis on voit que ça régresse? À quelle fréquence ça régresse, rapidement ou pas, ça on ne sait pas. Et ce qu'on ne sait surtout pas, c'est que nous, on a fait de façon arbitraire 10 séances parce que des études antérieures avaient fait ça chez l'adulte, comme je vous disais tout à l'heure, mais est-ce que finalement ce cerveau, dès la première séance, avait déjà en fait modifié son comportement cérébral? Ou est-ce que c'était à la deuxième séance, à la troisième, quatrième, cinquième? Nous, à 10 séances, on savait qu'on avait modifié, mais est-ce que si on avait fait 15 séances, ça aurait été exponentiel cette modification? On sait même pas en fait. On s'est juste appuyé sur ce qui existait déjà, ça paraissait plus logique. Mais. Mm. Et ben ouais, et oui, ben c'est ce qu'on a démontré, ouais. Ça a été démontré. Mm. Mais ce qu'on sait pas, mais, mais moi, C'est l'apprentissage moteur. ouais, ouais. Mais moi, ce qui m'interpelle vraiment le plus, je te dis, c'est est-ce que cette modification du comportement du cerveau n'était pas déjà là à la première séance? Est-ce que juste une séance et on fait une IRM fonctionnelle un mois après, est-ce qu'on a la même image que ceux qui ont fait 10 séances? Ou est-ce que c'est au bout de 2 séances, ou de 3 séances, ou de 4 séances, ou de 5 séances? C'est peut-être qu'à partir de la cinquième séance, on était déjà sur un plateau et que le cerveau avait déjà compris son fonctionnement et qu'on n'avait pas besoin d'en faire 10 de séances. Ça, on ne le sait pas. Ouais, bah oui, oui, moi je me fais plaisir. Aux piscines, Bochtar, Obo. Oui, oui, oui. Euh, pour ceux qui viennent d'ailleurs de Clermont-Ferrand, en général, ils viennent pour une semaine. Et je dis aux parents, mais vous venez comme vous voulez, quand vous voulez, en fait, comme vous pouvez. Moi, j'ai pas de protocole standardisé, c'est à la demande, parce que je travaille en libéral et que j'ai pas de. Je fais ce que je veux, en fait, et je fais ce que je veux en fonction de ce que les parents veulent faire aussi, quoi. Et donc, quand ils viennent de loin, ces familles, quand elles viennent de loin, je leur mets à disposition le robot, la piscine, la thérapie Vojta. Et sur une journée, ils viennent faire le robot, Vojta, piscine le matin, et puis robot, Vojta l'après-midi. Donc, je forme pendant toute la semaine des parents à la technique Vojta. On les met sur le robot, et puis comme ça tous les jours. Et donc, à la fin de la semaine, ils ont fait des choses extraordinaires déjà et qui sont certainement pertinentes pour leurs problèmes de base, sinon ils ne viendraient pas à Clermont-Ferrand. C'est vraiment des enfants qui ont un gros retard de développement, hein, bien sûr, qui viennent, pour qui les parents sont à la recherche de tout ce qui peut aider l'enfant à progresser. Et sinon, les enfants de Clermont-Ferrand, donc c'est un autre type de patient, du coup, puisqu'ils sont là toute l'année. Donc, eux, il y a des fois où on fait que du Vojta, des fois après on fait que du robot, en fonction de l'humeur de l'enfant, en fonction de la disponibilité des parents. Mais c'est sûr que les enfants qui sont de Clermont-Ferrand et qui ont besoin d'utiliser le robot parce qu'ils ne peuvent rien faire d'autre, c'est des enfants pour qui la thérapie Vojta est particulièrement adaptée aussi. Donc après, je fais en fonction un peu des uns des autres. Mais tous apprennent la thérapie Vojta, tous les parents, hein. On est bien situé en face de là où il y a la maison de santé, là. En fait, ici, là. Donc, ici, il y a l'auberge de jeunesse de Clermont-Ferrand. Là d'où j'ai pris la photo, derrière moi, il y a un hôtel première classe. Ici, c'est des immeubles avec appartements. Et en fait, ici, c'est une grande place. Et ici, il faut imaginer qu'il y a l'hôpital de Clermont-Ferrand, le CHU où j'ai bossé. On est en vis-à-vis du CHU, donc il y a les urgences PED, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est vrai que les parents, dans ce contexte, ils sont rassurés aussi. D'utilisation de ce système de marche. Quels sont les critères d'inclusion et quels sont les facteurs limitants à ce système de marche? Ouais. Alors, les systèmes limitants, de mon point de vue, là maintenant avec le recul, c'est des adolescents qui seraient par exemple sur des pathologies musculaires dégénératives et qui sont plus capables de se porter.
parce que le harnais au niveau de l'entrejambe est pas très confortable. Et en fait, le poids de l'enfant fait que rapidement, il souffre. Il a mal d'être dans cette position parce qu'il n'est pas capable à aucun moment donné de vraiment pousser sur ses pieds pour se dégager du harnais. Et rapidement, au niveau des artères fémorales et des nerfs, ils sentent qu'il y a un engourdissement des jambes, des pieds, et c'est douloureux. Donc, on n'arrive pas à tenir les 20 minutes. Et j'ai l'impression que c'est plus que ça sert à rien. Donc, dans ce contexte-là, pour eux, c'est piscine. Et dans l'eau, ils sont portés par l'eau, ils bougent et ça va bien. Donc, cette incapacité à se tenir quand même un minimum et qui sont adolescents. Chez les enfants tout petits qui font 10 kilos tout mouillés, eux, ils s'en foutent comme ça d'être dans le harnais, mais quand il commence à y avoir du poids, 25, 30, 40, 50, 60 kilos, là, ça devient vraiment extrêmement inconfortable. Et on prend certaines informations dans des rétractions qui peuvent être présentes chez la personne et qui peuvent limiter l'amplitude de mouvement. Ouais, alors bah ça, on n'a pas de limitation, si ce n'est pour les chevilles. Si vraiment il y a comme un pied bovarus équin qui n'est pas du tout dans l'axe, euh, ouais, j'aurais pas trop envie de positionner l'enfant au risque, à force justement de ce grand nombre de répétitions, d'être lésionnel sur les articulations, sur la peau et d'engendrer des contusions tissulaires qui seraient douloureuses. Donc, une sorte de mémoire aussi par rapport aux rétractions qui pourraient y avoir, qui ne franchit pas une amplitude particulière en des lésions. Ben, c'est surtout si la déformation est fixée avec les os qui sont vraiment pas du tout dans les bons axes, où là, qu'on aura beau mettre en situation de marche l'enfant, ça va pas détordre ses os, quoi. Donc, moi, ce qui me limite parfois sur la mise des enfants sur le robot, c'est ça, c'est cette incapacité à se tenir si l'enfant est lourd, et si au niveau des chevilles, il y a des amplitudes articulaires qui sont telles qu'on n'arrive déjà presque pas à mettre de chaussures, et que du coup, on risque plus de faire de mal sur l'articulation qu'autre chose. Donc, mais suppose qu'il